la chaîne des êtres. Ficin n'a cessé de le redire. Tout philosophe qui s'inspire de Platon considère trois aspects en toute chose. La recherche des correspondances trinitaires est légitime et nécessaire. Tous les étages de l'être répercutent ce mystère primordial. Tout se distribue en ordonnance triple. Il y a trois dons des mages, offerts au maître des étoiles en raison des trois seigneurs des planètes, Jupiter, Phœbus et Saturne. Il y a trois dons de Bacchus à l'automne, et trois dons de Phœbus, et trois dons de Phœbus pour répondre aux trois parques et nous rappeler les trois vertus pythagoriciennes. Le mythe des trois grâces fournit un symbole polyvalent et toujours adapté à désigner l'intimité du réel. C'est le même principe qui, par la déduction orphique, commande la structure de l'univers, où rien ne ressemble davantage que le soleil à la divinité, à la divine Trinité. Ainsi se constitue de l'invisible au visible, du ciel à la nature terrestre, une chaîne des êtres faciles à traduire en tableau et en schéma. C'est l'un des supports constants de l'allégorie. La danse et la psychomachie. Comme on l'a déjà vu, le monde imite la perfection divine par sa structure sphérique. Il ne progresse pas vers Dieu selon une ligne droite, puisque celui-ci n'est nulle part. Il tourne autour de lui à proportion de ses forces. L'image d'un cercle harmonieux et animé, d'une ronde et d'une danse se retrouvera dans les fables pour désigner ce qu'il y a de plus parfait dans l'univers, le mouvement des cieux si doux et si soutenu. Le même schéma convient à l'activité de l'âme, puisque sa fonction est de soumettre peu à peu à l'harmonie tous les éléments matériels. La danse, l'agitation rythmique des membres et l'imitation quasi liturgique de la loi supérieure qui signifie la ronde des grâces, le cœur des muses. Il n'y a pas de meilleur symbole au règne de la beauté et de la joie du haut au bas du monde. À cette entente harmonieuse s'oppose la rencontre des principes antagonistes qui tendent à rompre l'ordre du cosmos et déchirent l'âme humaine. Le schéma de la psychomachie, familier à la littérature et à l'art chrétien du Moyen-Âge, ne cesse pas d'être utile. L'accent porté sur la liberté totale de l'âme humaine rend même plus nécessaire que jamais l'image de la disputatio, le symbolisme des puissances rivales. Il est seulement renouvelé grâce aux ressources de la mythologie. Des fables comme celles de Jupiter et de Saturne, de Mars et de Vénus deviennent ainsi indispensables. La fidélité à ces schémas et à ceux qu'il faudrait y ajouter, comme l'image du voyage ou de la vision du temple, engendre une sorte de langage chiffré, mais il est difficile de ne voir que pédantisme dans leur emploi systématique, quand l'intention poétique est si souvent manifeste. Il arrive d'ailleurs que les allégories soient présentées avec un sourire. Dans maintes épîtres de Careggi, comme dans la correspondance humoristique née autour de la Mamola, elles se prêtent aux inventions plaisantes. Il ne s'agit sans doute encore que de préciosité, mais comme on l'a observé à propos des rituels et des divertissements de l'Académie, cette attitude est déjà révélatrice du désir de se détacher des réalités communes. L'hermétisme commence par le jeu. Il continue par le rêve. Il tend du moins à donner aux événements et aux relations dignes d'intérêt la qualité poétique des songes. Ceux-ci, il ne faut pas l'oublier, sont pour le néoplatonisme les manifestations de l'âme libérée, de ses limites, et coïncidant profondément avec la vie de l'univers. Le spiritus fantasticus, qui déploie alors son activité surprenante, transmet ses messages sous les formes de signes, de figures et d'énigmes qu'il faudra interpréter. L'ultime fondement de l'allégorie serait donc le fait que pour l'âme consciente de sa destinée, le réel est proprement de la nature des songes. Ficin a traduit et utilisé le traité de Cinésius de Cyrène, qui attribue au rêve une valeur de révélation. On lit que l'âme détachée des liens extérieurs rejoint l'harmonie occulte de l'univers où toutes choses peuvent signifier toutes choses. L'allégorie platonicienne est donc l'instrument capable de mettre l'âme en état de réceptivité poétique. Et elle n'a en somme que deux limites, fixées par les rapports des deux puissances essentielles, de mens et d'anima, avec les formes symboliques. Lorsqu'il s'agit de l'ordre cosmique, l'allégorie est bornée par la magie, au sens ficinien, qui résulte d'une attention rigoureuse aux forces cachées de la nature
et aux effets résultant des correspondances vraies. L'opération magique, comme celle qui recueille et oriente l'influx jovien par le signe, la pierre et l'heure appropriée, est une allégorie réalisée. Dans l'ordre supérieur de l'intelligence, où la vision est plus rapide et plus éclairante, l'allégorie cesse vite d'être suffisante. L'esprit est déjà, pour ainsi dire, de l'autre côté. Après avoir usé d'autres formules, Ficin a fini, on l'a vu par emprunter à Plotin le nom et l'idée du hiéroglyphe pour désigner l'image ou le signe qui, au-delà de l'allégorie, maintient l'esprit dans une tension utile à la contemplation proche de l'extase, le talisman de l'oculus mentis. Les lettres de Ficin révèlent bien l'état de réceptivité entretenu par l'Académie et la spontanéité avec laquelle on y rapporte à l'ordre du rêve non seulement les événements quotidiens, mais aussi l'effet de surprise provoqué par un bel ouvrage. Ainsi, au cours d'une promenade avec Pic sur les pentes de Fiesole, devant la villa de Leonardo Bruni, que les promeneurs ont soudain trouvé devant eux, le récit dépense sans humour, mais rien ne montre mieux la réaction des humanistes aux créations de l'art, quand le prototype mental, l'idée intérieure qu'ils formaient dans leur esprit, se trouvait soudain réalisé. Ils ont d'abord l'impression d'entrer dans un rêve, et cette émotion signifie qu'il s'agit de l'œuvre d'un sage. La vie humaine est un sommeil de l'âme, dont la théologie poétique du platonisme nous réveille en stimulant l'attention par l'usage de l'allégorie. Le vieux schéma de la vision donnée dans un rêve et détaillé sous la conduite d'un guide privilégié s'impose donc plus que jamais aux poètes de la fin du XVe siècle. Il le doit à l'autorité de Dante, à l'envahissement de la littérature néo-platonicienne et hermétique, qui du songe du Scipion au Pimandre n'a guère eu d'autre cadre. Il exprime sous une forme naïve et résolument stéréotypée le besoin de faire de la poésie une sorte d'apocalypse. Le Paradisus d'Ugolin Noverino, le poème Vision de Nézi, sont les développements laborieux des thèmes proposés à chaque page de Ficin. Songe, vision, prophétie sont des modes d'expression irremplaçables. Cette forme littéraire n'exclut pas le détail concret, elle le suscite au contraire. Cette pratique de l'ekphrasis convient d'autant mieux à l'ars platonica qu'elle garnit de formes plus concrètes les itinéraires de la vision. Si le goût des allégories et des symboles énigmatiques appelle et justifie un certain type de poésie, il ne concerne pas moins directement les créations de l'architecture, où l'archétype intelligible se manifeste avec tant de force, et aux représentations de la sculpture et de la peinture. Si l'univers sensible est aux yeux de l'âme de la nature des songes, sa vérité n'apparaît qu'à l'esprit éveillé, par la poésie aux formes symboliques et dociles, au double sens des allégories et des fables. Mais les œuvres d'art, où s'exprime dans le sensible un certain ordre plus ou moins dérobé de pensées plus ou moins savantes, exercent une sorte d'attraction sur l'amateur d'hermétisme, et plus particulièrement encore s'il s'agit d'œuvres antiques, vestiges d'un monde disparu. S'il n'est pas douteux que le néoplatonisme a vivement contribué à étendre et à intensifier l'intérêt qu'éveillaient les statues et les ruines. Il est difficile de dire jusqu'à quel point il a orienté ou coloré l'archéologie naissante. L'état d'esprit qui consistait à rechercher une signification symbolique dans les scènes des bas-reliefs ou la forme des édifices préexistait à l'Académie, et il n'y avait rien de particulièrement florentin. Il s'exprimait plutôt dans les provinces orientales et septentrionales de l'Italie, associé chez Syriaque d'Ancône à une curiosité précise des objets, développée à Padoue, à Vérone, à Venise, par une connaissance de plus en plus poussée des reliefs, des statues, des inscriptions. C'est à Rimini, au temple de la Malatesta, réédifié par Alberti pour être la sépulture des Sigismond, et avant lui de quelques illustres sages comme Gémiste Pléton, qu'apparaît au milieu du siècle un décor tout entier ordonné en lineamentis ex abditis philosophia penetrabius sumptis, selon l'expression révélatrice du chroniqueur Valturius, d'autant plus révélatrice qu'elle oriente vers la source précise des Saturnales et de la théologie solaire de Macrobe. L'obscurité qui enveloppe toujours le songe de Polyphile, les dates exactes de sa composition,
Il est daté de 1467 et publié en 1499. Son auteur et les intentions du texte ne permettent pas de le situer nettement par rapport au mouvement florentin. Sa richesse archéologique est la marque de l'humanisme septentrional, mais l'économie même de l'ouvrage offre un parallélisme remarquable avec les principes de l'hermétisme poétique de l'Académie. Et d'abord le motif du songe plus vrai que la réalité, qui enseigne selon le titre même que les choses humaines ne sont que rêves, liés à la prédilection pour les énigmes religieuses, pour les rites et les formes sacerdotales. Omnia non nisi omnium esse docet. Quant aux matières profitables, la préface du traducteur français de 1546, Jean Martin, indique assez leur nature. Pyramides, obélisques, grandes ruines d'édifices, le palais de la Roanne d'Éleuthéride, la diversité des pierres précieuses avec leurs vertus naturelles, le passe-temps d'une danse, 3 jardins dont l'un est de verre, l'autre de soie, et de tiers facts en labyrinthe, circuit d'un péristyle. Au milieu de ce péristyle est assise une pyramide entaillée de caractères égyptiens que l'on dit lettres hiéroglyphiques. Après, ensuite, le triomphe de Vertumnus et de Pomona, ensemble du grand dieu des jardins avec ses sacrifices, et cela dicte l'auteur vient à décrire un temple fait de riches matières et conduit par bonne industrie où sont faits autres sacrifices suivant l'ordre de la religion et de cérémonies antiques. Il s'agit cette fois d'une divine comédie archéologique où le principe poétique est celui de l'allégorie, consciemment appliqué aux inscriptions, aux motifs d'architecture, aux rituels païens, aux hiéroglyphes. Si obsédé qu'il soit par les mythes de la nature, l'auteur semble devoir beaucoup à l'humanisme florentin. La fable de Polyre et l'initiation progressive de Polyphile viennent autant de Dante que de Boccaccio. Les observations, souvent ingénues et pédantes sur la beauté de l'architecture, dérivent d'Alberti. Mais tout devient exalté sur la beauté de l'architecture, tout devient exalté, fantastique. Partout règnent les rébus épigraphiques et les signes égyptiaques. L'obélisque sculpté du jardin de logistique porte une image emblématique de la Trinité que l'on a pu rapprocher de la théosophie de Pic. Rien ne peut donc mieux donner que le Polyphile, l'idée des rêveries savantes, où l'humanisme, à Florence comme ailleurs, tendait à fondre son goût des formes antiques redécouvertes et sa passion des symboles, un certain amour très vénitien des matières précieuses et des valeurs chromatiques fortes, sensibles jusque dans les descriptions de paysages. Sépare le Polyphile de l'imagination plus sèche des Florentins, mais il n'est pas sans rapport avec certaines évocations mythologiques de Ficin. Et pour l'orientation symbolique, on aperçoit un lien entre l'archéologie du moine de Trévise et des notes comme celle que contient le Liber Monumentorum Romanae Urbis et Aliorum Locorum, composé vers 1490 par Bartolomeo Fonzio, élève de Landino, ami de Ficin, conseiller de l'auteur des tombeaux Sassetti. Cet épigraphiste a, on l'a récemment établi, copié les dessins et les inscriptions de Cyriaque d'Ancône, dont l'œuvre enthousiaste a si fortement agi à Rimini et sans doute à Padoue, et s'accorde souvent avec les inventions du Polyphile. Le recueil de plans et de relevés de Giuliano de Sangallo, l'architecte favori de Laurent, l'auteur du Palazzetto, de Bartolomeo Scala et de la villa de Poggio a Cajano, contient un bon nombre de documents puisés aux mêmes sources. Il y a là des échanges et des liaisons difficiles à élucider qui intéressent à la fois la science des humanistes de Florence et la culture de ces artistes. Le goût des édifices symboliques et des cités imaginaires est manifeste dans les poèmes des humanistes cités plus haut, comme dans les évocations de Ficin. Comme les descriptions des œuvres antiques rapportées par Pline ou Lucien, les visions des modernes n'ont pas manqué de tenter les artistes. La fréquentation des platoniciens ne pouvait que disposer aux compositions visionnaires, au cosmos de symboles, d'une structure tour à tour astrologique et morale. Il y a tout un domaine imaginaire de la Renaissance nourri de l'enseignement de Careggi. Là encore, la question se pose de savoir si l'art n'en a pas été saisi dès la fin du XVe siècle. On peut se demander, enfin,
Dans quelle mesure l'hermétisme de Careggi et le respect des humanistes florentins pour une antiquité sacrée n'encourageaient pas une interprétation encore toute merveilleuse des antiquités de Rome et les restitutions hardiment symboliques. Un étrange petit poème intitulé Antiquaria Propetic Romane, rédigé vers 1500 par quelques Milanais admirateurs de Léonard et de Verrocchio, montre que les éléments médiévaux, les légendes médiévales sur le temple de la paix, sur l'académie de Virgile, à l'Esquilin sont encore acceptées par un amateur, par ailleurs fort averti des pièces principales des collections romaines. La connaissance de l'antique se colore seulement d'un merveilleux moins populaire. On donne une description astrologique des 7 salles de l'Esquilin confondues avec le Septisonium. L'insistance de l'archéologue inconnu à décrire en série énigmatique les figures et les monstres des reliefs, les entassements des trophées, les bizarreries des grotesques récemment découverts, répand enfin sur Rome une sorte de merveilleux nouveau, purement décoratif, en apparence pourtant plein de suggestions. Ce goût des mirabilia n'exclut pas les connaissances précises, il les suppose, plutôt il se développe avec elles et constitue avec les œuvres antiques l'équivalent de la tendance signalée à l'Académie, à l'interprétation symbolique des textes. C'est au siècle suivant que le développement qui se développeront complètement les inventaires positifs et les iconologies d'inspiration platonicienne, dont on n'a ici que les premiers éléments.